Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce club des hommes en noir. Avant de commencer cette émission, si vous le voulez bien, quelques avis. Depuis la rentrée, vous l'avez remarqué, nous vous avons demandé l'effort, j'en suis conscient, de vous rendre sur le site de l'Homme Nouveau pour visionner ce club des hommes en noir. Malheureusement, nous avons eu un certain nombre de problèmes informatiques assez sérieux et assez récurrents qui continuent malheureusement. Pour ces difficultés et pour la gêne qu'elles occasionnent, je vous présente mes excuses et l'excuse de toute l'équipe, et notamment l'équipe technique travaille d'arrache-pied chaque jour à régler les problèmes qui se succèdent malheureusement de manière tout à fait étonnante. Alors la solution, bien sûr, consisterait à remettre tout simplement le Club des Hommes en Noir intégralement sur YouTube. Mais à vrai dire, pour être très franc avec vous, nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Comme je l'ai annoncé dans l'appel que vous avez certainement entendu, pour que le Club des Hommes en Noir puisse continuer l'année prochaine, en 2024, il nous faut d'urgence des dons pour conserver cette émission, pour qu'elle continue et pour qu'elle reste gratuite auprès de tous ceux qui veulent nous regarder. Et il faut d'urgence des dons avant le 31 décembre. Pourquoi avant le 31 décembre ? C'est pour vous permettre tout simplement de bénéficier d'une réduction fiscale à hauteur de 66%. Donc nous pensons quand même un peu à vous et à vos impôts. Plutôt que de donner entièrement à l'État républicain, n'hésitez pas à nous soutenir et à permettre à cette émission de continuer. Je vous ne cache rien, il nous faut tout simplement la simple somme de 50 000 €, qui est le budget annuel de ce club, tout frais confondus. Si nous ne les avons pas, très clairement, nous ne pourrons pas continuer. Et je compte donc sur vous pour nous venir en aide et permettre à cette émission de continuer sa tâche et de pouvoir recevoir ceux qui, par exemple, sont là aujourd'hui, que je vais immédiatement présenter. Vous les avez de toute façon reconnus, mais je tiens à les saluer parce qu'eux aussi se dévouent gratuitement pour donner de leur temps, de leurs analyses, de leur travail préalable pour traiter les thèmes auxquels je les soumets, qu'ils ne choisissent pas. Ils réagissent parfois à ces thèmes, mais c'est toujours trop tard. Vous voyez l'abbé Hervé Benoît sourire, ça me permet de le saluer et de le présenter en même temps. Bonjour, cher Philippe, merci de votre accueil et de ce que vous faites. Et merci d'être venu. Nous comptons sur le soutien de nos auditeurs, téléspectateurs, je ne sais plus quoi dire. Clubiste, comme dit notre ami l'abbé Grégoire Cellier, qui était également présent. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour monsieur Maxence et bonjour donc à tous les clubistes. L'abbé Marguel Fucci, cher ami, qui est resté silencieux comme je lui avais demandé. C'est l'un des plus disciplinés. Et évidemment, l'autre grand discipliné, c'est notre ami Jean-Pierre Maugendre. Bonjour à tous. Avec une voix un peu cassée aujourd'hui, caverneuse, oui, mais vous serez quand même, j'en suis sûr, apte à nous donner vos avis et votre analyse sur un thème un peu générique, qui est celui de la guerre, à savoir ce qu'elle peut être juste, surtout dans les conditions actuelles. Pourquoi parler de la guerre aujourd'hui ? Tout simplement parce que c'est devenu notre environnement d'actualité. On parle de la guerre en Ukraine, on parle de la guerre du conflit israélo-palestinien. La Chine communiste menace Taïwan qui se réarme à toute vitesse et qui compte sur le soutien des États-Unis. Alors évidemment, il n'est pas ici question je m'empresse de le dire parce que je sens que certains parmi mes invités aimeraient nous donner leurs analyses géopolitiques, ou politiques même, de ces sujets, mais je préférais qu'on aille en profondeur et tout d'abord pour savoir si la guerre, quel est le regard du christianisme en général sur la guerre en général également. Je suis sûr que l'abbé Cellier a préparé sa fiche. Voilà. Alors, je dirais, la guerre est un mystère d'abord. Louis Veuillot a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « La guerre et l'homme de guerre ». Il insiste sur ce côté mystérieux.
Parce que la guerre, en général, est le fruit du péché. Hein. Si les hommes n'avaient pas péché, il n'y aurait pas de guerre. Mais ça ne veut pas dire que toute guerre ou tout acte de guerre soit un péché. C'est deux choses différentes. Et ce qu'on peut noter, c'est que même si la guerre est quelque chose en soi plutôt d'atroce, il s'agit de tuer, de blesser, de détruire, l'humanité a toujours honoré l'homme de guerre. L'homme de guerre, disons, c'est pour ça que la guerre est un mystère. Et la Bible, l'Ancien Testament, est rempli de guerres demandées par Dieu. C'est clair au peuple d'Israël qui doivent combattre des ennemis. Et donc, ce qu'il faut noter dès le départ, c'est que c'est pas un sujet simple. Ah, la guerre, c'est pas bien parce que ça tue des gens, ce qui est une réalité objective. Il faut essayer de le prendre dans toute son ampleur pour essayer de rentrer dans ce côté mystérieux qui fait que la guerre fait partie de l'histoire de l'humanité et elle est encore une fois issue du péché, mais qu'elle n'est pas toujours un péché et qu'elle a des dimensions d'honneur et de courage, etc. Mais ces dimensions d'honneur et de courage sont des effets, j'allais presque dire collatéraux, pour rester dans notre thématique, mais la guerre qui effectivement... supprime la vie de personnes. Voilà. Alors, fondamentalement, on y reviendra, je pense. La guerre est le dépassement du droit. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à s'entendre, étant donné qu'il n'y a pas une autorité mondiale qui gouverne l'ensemble de l'humanité, les nations, les empires, peu importe, se trouvent à des moments où ils n'arrivent plus à trouver une solution de droit entre eux. Et c'est le côté mystérieux. On fait en sorte que celui qui aura raison, c'est celui qui aura gagné dans un combat. Voilà, c'est pas très rationnel, mais c'est la réalité humaine. C'est le droit du plus fort au final. C'est le fait que, comme on ne peut pas trouver une solution de droit, on transfère ça à un combat, et celui qui gagne a raison dans un certain sens, quoi. Allez, je donne la parole au... Alors, il me semble que on doit même peut-être faire 2 remarques préliminaires. C'est sur la définition de la guerre. Avec 2 remarques. La première, la définition que j'ai trouvée qui me paraît la plus adéquate, c'est acte de violence qui consiste à imposer sa volonté. Acte de violence qui consiste à imposer sa volonté. Ça vaut dans les relations entre les personnes qui peuvent se faire la guerre pour imposer leur volonté à un autre. Et puis ça vaut dans les relations entre les États. C'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est qu'il ne faut pas identifier et assimiler et réduire la guerre à la bataille. C'est-à-dire que la bataille, c'est la dimension militaire, la guerre, c'est la dimension politique, et on peut se faire la guerre sans qu'il y ait de bataille. Quand vous imposez un blocus à un pays, c'est aujourd'hui le cas d'un certain nombre de pays sur la planète qui sont en situation de blocus, les gens qui leur imposent ce blocus leur font la guerre, même s'il n'y a pas de bataille. Ouais, c'est une guerre économique. C'est un moyen d'imposer sa volonté à un autre sans aller jusqu'à la phase de la bataille. Je crois la distinction, la précision au début me paraît importante. Ouais, mais imposer sa volonté, encore une fois, imposer sa volonté parce qu'on ne trouve pas de solution de droit. Hein, parce que sinon, toute guerre offensive serait un mal, ce qui n'est pas vrai. Il peut y avoir une guerre offensive qui soit justifiée parce que il n'y a pas de solution de droit, puisqu'il n'y a pas d'autorité qui soit capable de trancher. Et ça rejoint cette idée. La guerre offensive, elle n'est pas toujours condamnable, parce qu'on a pu vous faire la guerre, en particulier par le moyen d'un blocus, donc qui n'est pas une bataille. Et le seul moyen de vous en sortir, c'est une bataille, c'est la guerre offensive. Moi, je rajouterais deux petites choses aux sages propos de mes prédécesseurs, à savoir, vous vous rappelez à propos de la Bible que Saint Paul justement met en valeur les vertus militaires, puisqu'il prend la métaphore du soldat de la foi et qu'il met en avant la force juste, qu'il met en avant la foi, l'engagement personnel. Donc il y a l'idée effectivement très très mystérieuse et à la fois fascinante et terrifiante qu'il y a aussi parfois l'expression de vertu dans les actes de guerre. Et puis pour en rajouter, les experts, sans faire ni de politique ni géopolitique, mon cher Philippe, mais les experts militaires de ces questions-là nous disent qu'en effet, dans la guerre de 5e génération, il y a des batailles invisibles, cybernétiques. La guerre de 5e génération, c'est celle où la guerre se réalise dans tous les domaines à la fois. Il y a la guerre médiatique, il y a la guerre cybernétique, il y a la guerre dans l'espace, qui sont tout autant des actes de guerre qui
peuvent ou ne peuvent pas déboucher sur une violence extérieure avec des fusils et des canons. Oui, là, vous rejoignez ce que... Voilà, exactement. Ça, c'est une sorte de mantra. Mais ce qui est si précieux pour nous, à savoir l'Internet, etc., peut devenir un champ de bataille aussi. Oui, et donc se transforme en arme de guerre voilà, exactement. invisible et sans violence sanglante, mais qui peut conduire au blocage d'un pays. Vous savez qu'on peut aujourd'hui éteindre un poumon artificiel à distance dans un hôpital. Ne savais pas. Non, je ne savais pas. Dans un hôpital. C'est absolument terrible ce que vous racontez. Hein. Oui, un hacker peut couper l'électricité, peut déclencher l'ouverture d'un barrage, etc. Chers amis du Club des Hommes en Noir, alors que l'année 2023 est sur le point de se terminer, nous avons absolument besoin de vous pour que cette émission se poursuive. C'est très simple, sans votre soutien, le Club des Hommes en Noir ne pourra pas continuer en 2024. Alors, rendez-vous maintenant, sans attendre, dans la description de cette vidéo pour nous soutenir et nous soutenir très concrètement. En ce mois de décembre, vous le savez, grâce à la déduction fiscale, 66% de votre don sera déduit de votre fiche d'impôt. Alors, profitez-en, aidez-nous en vous aidant, aidez-vous en nous aidant. Je vous souhaite dès maintenant une sainte et heureuse année 2024, un très joyeux Noël. Nous comptons sur vous et que Dieu vous garde. Ah oui, c'est-à-dire un pirate informatique. Voilà, pardon, parlons français, oui. Merci, on avait peu entendu Monsieur le Chanoine, mais il vient de nous apporter une précision importante. Sur la guerre, sur ce qu'on vient de dire ici, là, vous avez... Ce que je retiens de ce qui a été dit, c'est que... C'est la notion de synthèse. C'est le péché. Et donc, il ne peut y avoir de guerre, enfin, c'est la notion de guerre juste, et qui parcourt tout l'enseignement de l'Église. Comment dire, on cite des auteurs antiques, mais on parle surtout de saint Augustin, mais aussi donc toujours de saint Thomas d'Aquin, Grotius et d'autres auteurs, Victoria. Mais moi, ce que je retiens, c'est que d'abord, c'est une réponse normalement à un péché. On impose sa volonté, mais à une personne qui veut nous imposer sa volonté de manière injuste. La notion de guerre juste, c'est une notion de loi naturelle, parce que on nous fait d'abord du mal avec malice. C'est pas quelqu'un qui, dans un wagon de métro, s'arrête brusquement et perd l'équilibre et vous écrase le pied. C'est quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux et qui vous écrase le pied, et qui ensuite vous donne un coup de tête. Vous voyez ? Et donc là, vous, comment dire, tout simplement parce que vous lui êtes désagréable. Ou, vous voyez, et donc il y a un acte injuste. Ou c'est quelqu'un qui veut votre maison. Là, donc vous restez dans des cadres de relations, enfin de oui. Personne à personne. Alors d'État à État, c'est on veut un champ pétrolifère, on veut un territoire, on veut une ville. Et donc, on veut dominer une population. Et on fait un blocus. Et un blocus, c'est une perte économique, c'est un danger de famine, c'est grave, c'est un mal qui est fait. Et alors, si on considère que ce péché contre nous est un péché, c'est-à-dire qu'il n'y a, comment dire, il n'y a aucune justification à cet acte, eh bien, on va se défendre. Et c'est la raison pour laquelle on peut... le héros de guerrier est honoré parce qu'il défend la veuve et l'orphelin. Il défend son pays innocent. Mais une guerre de conquête froide, elle est malvenue. Si on ne peut pas parler politique, on peut toujours prendre l'exemple bateau. Adolf Hitler est un homme méchant, parce qu'il a fait des guerres de conquête. Il a pris les Sudètes, il a pris l'Autriche, il a pris la Pologne, et il n'y avait aucune justification en droit international. Enfin, et donc on lui a déclaré la guerre. Mais je reviens sur le fait qu'il y a un péché, qu'il y a une injustice à l'origine de la réaction militaire. Alors justement, vous avez parlé d'injustice et de guerre juste. Ça fait partie de mes questions. On parle beaucoup de guerre juste dans l'Église.
On a parlé beaucoup de guerre juste en tous les cas. Je suppose qu'il y a des critères, des raisons, enfin des points qui déterminent si une guerre est juste ou non, en fait. Oui. Pardon. Ne vous battez pas. N'entrez pas en guerre. L'article 2309. Voilà, exactement. L'article 2309 du catéchisme de l'Église catholique. Est-ce qu'on a le temps presque de le lire ou de... Oui, vous avez tout le temps. Il est très très court en fait. Pacifiste. Donc, il faut considérer avec rigueur les strictes conditions d'une légitime défense par la force militaire. La gravité d'une telle décision la soumet à des conditions rigoureuses de légitimité morale. Il faut à la fois. Et suivent 4 points. Premier point, que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain. Que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces. Deuxième. Troisième, que soient réunies les conditions sérieuses de succès. Et enfin, que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des moyens modernes, ça c'est la conclusion, la puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l'appréciation de cette condition. Et je termine simplement en disant, j'espère que tout le monde a remarqué, je dirais, la force des mots pour limiter les conditions qui permettraient éventuellement une guerre juste. Réaction à ce... Alors, deux choses. Premièrement, sur le départ, effectivement, il faut qu'il y ait une cause légitime, donc une injustice qu'on subit, importante, etc. Mais il faut le dire, les intérêts sont tellement inextricablement liés qu'il est relativement difficile de faire la part des choses, ce qui fait que finalement le siège apostolique a autorisé les soldats du monde entier dans des guerres où forcément il n'y en avait qu'un seul qui était dans la justice, à faire la guerre des deux côtés, y compris à soutenir des régimes tout à fait escabreux, puisque vous savez que un certain nombre de catholiques américains pendant la Seconde Guerre mondiale se sont inquiétés de s'allier avec l'Union soviétique et que le siège apostolique a autorisé, n'est-ce pas, l'Amérique à... Il y a eu une déclaration, disons je crois pas un document, mais ils ont répondu au moins à travers le non ou je sais pas quoi, qu'il n'y avait pas à s'inquiéter en conscience. Donc, il est difficile. Il faut effectivement. C'est intéressant parce que c'est pas si simple en fait. Voilà, ce n'est pas simple. Et l'autre chose, moi je pense que la guerre moderne, là je suis entièrement d'accord avec le catéchisme de l'Église catholique, étant donné ces destructions immenses qui sont supérieures, très supérieure souvent aux gains escomptés. Pour moi, vraiment, la guerre moderne est devenue problématique. Déjà, la guerre de 14, la France a perdu 1,5 million de jeunes Français, n'est-ce pas? C'est-à-dire peut-être plus que la population des provinces qu'on avait acquis, et provinces qui n'étaient françaises que depuis le XVIIe siècle. Est-ce que c'était proportionné? Alors, il dit, voilà, il faut estimer qu'une chance de succès. Mais quand on rentre dans la guerre, on sait quand on commence et on ne sait pas quand est-ce qu'on en finit. Donc, voilà, moi, je suis très réservé à l'égard de la guerre, mais ce sont des intérêts tellement inextricablement liés que c'est difficile de faire la part des choses. Est-ce que dans la Seconde Guerre mondiale, est-ce que c'était une bonne chose que la France ait déclaré la guerre? C'est pas l'Allemagne qui a déclaré la guerre, c'est la France qui a déclaré la guerre. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? C'est très difficile à... Voilà. Est-ce que c'était juste, injuste, proportionné, pas proportionné? Est-ce que vous voulez dire que ces critères qui sont anciens de la guerre juste, de loi naturelle et repris par l'Église, est-ce que vous voulez dire que c'est une théorie qui est très très belle, mais qui, surtout dans la réalité, n'a aucune possibilité d'application? Surtout dans la modernité, si vous voulez. Prenons les États-Unis. Qui est notre État, c'est notre situation. Prenons les États-Unis entrent en guerre après Pearl Harbor, d'accord? Leur situation par rapport à l'Europe et leur situation par rapport au Japon ne sont pas les mêmes. Il est évident que les États-Unis sont en train de casser les pieds au Japon à ce moment-là, mais pas par rapport à l'Europe. Donc, est-ce que la guerre est juste par rapport à l'Europe, pas juste par rapport au Japon? Voilà. Est-ce qu'on peut justifier ce que les Américains appellent carpet bombing, c'est-à-dire on détruit tout et puis ça se termine à Hiroshima et Nagasaki. Voilà. Est-ce que c'est pas en Normandie? Oui, absolument. Mais en même temps, quand on parle des bombes atomiques, il faut dire que la conquête du Japon, si elle avait été faite par les Marines, ils auraient laissé des deux côtés un paquet de morts. Voilà, est-ce que c'était la bonne solution? Là, j'étais pas à leur place. Je crois qu'on peut faire peut-être 3 compléments même par rapport à ce qui vient d'être évoqué. La première, monsieur l'abbé Sellier l'a dit, c'est la question de l'intention droite.
C'est-à-dire qu'on peut aussi se trouver dans des situations, mais parce que la vie, la réalité, elle est parfois complexe, où le sujet, le motif d'intervention peut être tout à fait louable, mais où l'intention n'est pas droite. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche généralement des avantages pour soi. Je crois qu'il y a ce premier point qui est à évoquer. Le deuxième point aussi, vous l'avez dit rapidement, mais je crois qu'il faut y insister, c'est qu'on ait des chances de l'emporter. On a toujours le sentiment, effectivement, qu'on va y arriver, mais on ne fait pas la guerre au nom de grands principes, parce que la cause est juste. Ça n'est pas suffisant. Il y a juste quand même, Jean-Pierre. Donc. Oui, mais ça n'est pas parce que la cause est juste. La guerre juste implique une cause juste. Oui, il faut que la cause soit juste, mais il ne suffit pas que la cause soit juste pour qu'il soit légitime de faire la guerre. On en a un bon exemple, monsieur l'abbé Sellier l'évoquait, sur le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la cause, elle est manifestement juste, liée à l'occupation de la Pologne, etc. Mais on est aussi dans une situation où l'expérience l'a montré. Nous n'avions pas les moyens de notre politique, et puis il y a toujours un grand mystère pour moi qui reste. On déclare la guerre à l'Allemagne parce qu'elle envahit la Pologne. Très bien. L'Union soviétique envahit tout autant la Pologne et on lui déclare pas la guerre. Là, il y a quelque chose sur le fond de profondément mystérieux, d'une certaine manière. En plus qu'on reste en France et on n'essaye pas du tout d'attaquer l'Allemagne pour délivrer la Pologne. Sans compter la politique étrangère de la Pologne particulièrement ambiguë avant la guerre, qui elle-même avait tenté de s'emparer de régions d'Europe centrale. Donc ça rend les choses extrêmement difficiles à juger. Mais pour rebondir sur ce que dit M. Maxence, c'est dans les ventes. Je fais toujours Stéphane. C'est bien, mais c'est pas ça. Voilà. Mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Si je pars avec 10 000 hommes combattre celui qui vient vers moi avec 20 000 hommes, je m'assois et je réfléchis sur savoir si je vais lui faire la guerre ou si je vais demander la paix. Parce que effectivement, les chances les possibilités sérieuses de l'emporter, sinon, qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez pas la capacité à gagner, et donc vous allez perdre, beaucoup plus que si vous négociez et essayez de vous en tirer au mieux possible. Sans compter les dommages successifs à votre propre population. Et ça, c'est un point important que justement relevait le numéro 2309 du catéchisme de l'Église, c'est les conditions sérieuses du succès, et que cela n'entraîne pas des maux qui soient supérieurs à l'agression. Et alors, il y a bien sûr le baroud d'honneur, il y a les 300 Spartiates qui meurent de manière héroïque, vous avez la bataille de la Légion étrangère Cameron, mais il y a une limite à cet héroïsme dans une véritable catastrophe et la mort des civils en grand nombre. Et donc, sans être pacifiste au sens péjoratif du terme, de celui qui veut la paix à tout prix et qui ne défend pas la veuve et l'orphelin et qui ne défend pas les faibles et qui laisse un injuste agresseur dominer un pays. C'est la chanson de Michel Sardou, si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Mais dans le même temps, laisser une invasion parce que sinon on va avoir un mal supérieur et on va mourir, on va avoir des pertes terribles. Être sous le joug d'un État étranger, mais continuer à vivre et continuer à avoir une vie de famille et continuer même sinon son identité, même occupée, tout cela, dans les guerres contemporaines, peuvent poser question parce que dans certains conflits actuels, si certains déposaient les armes, ils pourraient gagner par le temps et par la démographie d'ailleurs. Jean-Pierre Maugendre. Dans les deux cas que vous évoquez, l'affaire de Léonidas et des Spartiates et puis l'affaire de Cameron, ce sont des sacrifices qui ont du sens. Parce que, voilà, Léonidas, ça permet aux Grecs de se préparer, de se rassembler pour résister aux Perses. Et puis Cameron, pendant ce temps-là, le convoi, il passe. C'est-à-dire que, militairement, ça a du sens. Donc ça, je crois, c'est un premier point qui est très important. Très bien Michel de Gégère dans son ouvrage. Voilà.
Je sais plus lequel. C'est le dernier ou l'avant-dernier, on va s'en sortir comme ça. Voilà. Est-ce que la guerre que les Français mènent au Mexique est une guerre juste à cette époque-là? L'Empire du Mexique était vraiment le grand n'importe quoi entre nous. Oui, mais ça, les légionnaires, le capitaine d'Anjou et tout, entre guillemets, c'est pas son sujet, quoi. Oui, c'est pas son sujet. Oui. Là, ça revient peut-être à l'exaltation des vertus militaires dont vous parliez tout à l'heure. Mais le deuxième point aussi, je rebondis un peu ce que vous évoquez, ce que vient d'évoquer Monsieur l'abbé Gelfucci. Il y a aussi un phénomène nouveau, mais que vous aviez peut-être prévu d'aborder dans la situation contemporaine et dans la guerre moderne, c'est que les populations civiles sont devenues un enjeu. C'est-à-dire que les conflits historiques qui n'étaient que des conflits, en fait, de rapports de force. Je cherche sur des questions territoriales. Moi, je cherche à récupérer telle province, je cherche à avoir le monopole commercial sur ceci ou cela. Ça n'était que des questions d'intérêt matériel. La guerre moderne, en particulier depuis la Révolution française, un peu aussi depuis les guerres de religion, la Réforme, etc., elle apporte une dimension idéologique qui change fondamentalement la nature de la guerre. Alors elle la change dans quel sens? Elle la change dans le sens que le but n'est pas uniquement de détruire l'armée adverse et en ce sens d'occuper un territoire. On fait un traité de Westphalie, ce que vous voulez, parce que j'ai vaincu l'armée adverse. Mais qu'aujourd'hui, dans la guerre moderne, l'enjeu, c'est une des conséquences d'une certaine forme de démocratisation des sociétés, etc. C'est d'obtenir l'adhésion de la population sur un projet idéologique qui n'est plus aujourd'hui uniquement un projet territorial. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que vous parlez des populations civiles simplement sous l'angle de leur adhésion idéologique à la pensée du vainqueur, si je puis dire, ou à la politique du vainqueur, à l'idéologie du vainqueur. Mais ce qui m'apparaît, moi, surtout, c'est que les populations civiles dans la guerre moderne sont aussi, et souvent de manière absolument grande, des victimes. Bien sûr. Comme on n'a peut-être jamais vu dans l'histoire. Même s'il y a eu des pillages, des incendies de villages. Les Palatinas n'ont pas laissé un bon souvenir, ni beaucoup de gens vivants. Mais effectivement, tout à fait, mais c'est justement, la guerre une moderne, préparation en quelque sorte. La guerre moderne est une guerre générale et immense avec des moyens, par exemple des bombes qui vont tuer sur des centaines de mètres, voire de kilomètres. Et donc tous ceux qui seront dans cet endroit-là, alors on vise éventuellement des militaires, mais tous ceux qui seront là seront également morts. Donc effectivement, et puis on le sait, par exemple en 14, plus d'1 million d'Allemands sont morts de faim par le blocus, sont morts de faim. Donc ça a été évidemment la nourriture était réservée aux soldats, donc ce sont des populations civiles qui ont souffert. Je voudrais ajouter une autre couche de complications. Oui, c'est ça, c'est tout à fait le terme, je pense. Oui, mais je pense que c'est important pour notre ça réflexion. va permettre de cerner un peu le sujet, oui. C'est simplement pour expliquer aussi que dans le discernement de la guerre juste, il y a aussi les moyens formidables aujourd'hui de la communication et donc de la propagande de guerre qui sont présents jusque sur nos téléphones aujourd'hui, jusque dans notre intimité, et qui rendent le discernement de la guerre juste, pour discerner les motivations des uns et des autres, encore plus compliqué. Les vidéos, les images, etc. Très impressionnantes. Et puis surtout, cette propagande pour tenter de capter la bienveillance des populations, le consentement des populations et des gouvernants, etc. Ça rend les choses encore plus difficiles, me semble-t-il. Ça rejoint une idée qui était évoquée par monsieur l'abbé Sellier, c'est-à-dire que les opinions publiques, elles deviennent un enjeu de la guerre, alors qu'avant, c'était des armées qui se faisaient face. Aujourd'hui, dans un processus guerrier, on cherche d'une manière ou d'une autre à jouer sur les populations civiles pour que les populations civiles jouent sur leur gouvernement. Le bon exemple que l'on en a, c'est le bombardement de Hambourg en 1943, donc qui est présenté par les autorités britanniques et allemandes, etc. L'objectif, c'est un raid de terreur. Il y a 35 000 morts en 2-3 jours, des bombardements au phosphore, etc. Et l'objectif affiché, c'est que la population civile se révolte
contre le gouvernement national-socialiste pour que la guerre s'arrête. Et donc, on vise là intentionnellement les populations civiles pour qu'elles fassent pression sur leurs dirigeants, ce qui est un phénomène tout à fait nouveau. Les guerres de l'Antiquité, on ne demandait pas aux populations civiles ce qu'elles en pensaient, quoi. Bien sûr, on peut aller plus loin avec le bombardement de Dresde, où il y a 3 bombardements successifs de 25 minutes chacun, où là... j'ai lu le récit d'un témoin, d'une personne qui était sous les bombes et qui en a réchappé. Le but était très clairement de détruire la population civile, même pas pour qu'elle se plaigne à son gouvernement. C'est des raids de terreur, là. De façon. Alors, ce qui en plus ne marche pas, hein, puisque psychologiquement, c'est l'effet inverse. Les gens se resserrent autour de leur gouvernement parce qu'ils ont l'impression d'être agressés de façon cruelle. Mais effectivement, jouer là, par exemple, nous sommes dans une guerre. Nous avons deux grands quotidiens français, dont l'un, il faut le dire, hein, est un tract sioniste et l'autre est un tract palestinien. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont des lignes idéologiques, mais parce qu'ils sont alimentés, puisqu'il n'y a pas de journalistes sur place. Il n'y a pas de journalistes dans la bande de Gaza, donc ils sont alimentés soit par un côté, soit par l'autre, en images, en informations, etc. Et donc, ils répercutent ça parce que ça correspond plus ou moins à leur ligne idéologique. Et ensuite, les lecteurs absorbent ça et donc suivent tel ou tel, et donc ont une opinion dans laquelle c'est lui qui a raison ou c'est lui qui a tort. Sur les réseaux sociaux, parce que peu de gens lisent aujourd'hui les quotidiens. En revanche, les réseaux sociaux sont vus par tout le monde. Monsieur l'abbé Gelfucci. Oui, et puis il y a un élément qui est diffus dans tout ce que nous disons dans un élément moderne, c'est la culture de la guerre par les jeux vidéo et par les films. Et ça aussi, c'est nouveau. On n'a fait pas les moyens de représenter des films de guerre avec si vous voulez, en réveillant tout ce qu'il y a eu de plus cruel dans la population romaine, qui voyait des gladiateurs se couper la tête, se couper des bras, se traverser avec des tridents. Eh bien, on n'a plus besoin d'aller dans les jeux du cirque. Vous avez actuellement une quantité incroyable de jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans, où vous avez, d'une manière réaliste, et avec l'intelligence artificielle, vous allez avoir... Vous ne distinguerez même plus l'image d'ordinateur et d'une image réelle. Vous avez des scènes absolument atroces, des films d'horreur atroces, des films de guerre, pour être à notre sujet, terrible, et on pousse les jeunes à vivre de ces armes, de ces couteaux, de ces uniformes, là, de ces... certainement la violence. Mais c'est inouï. Oui, mais imaginez le rôle J'entends bien, monsieur l'abbé. Va avoir dans les guerres futures. Peut-être. En tous les cas, ça a déjà un rôle, certainement. Ça mériterait qu'il y ait des études de sociologues sur le sujet, dans la violence urbaine. J'aimerais qu'on en revienne à la guerre elle-même, si je puis dire. Parce qu'en vous entendant, j'ai quand même l'impression que la guerre moderne, qui existe depuis au moins 1914, mais Jean-Pierre parlait de 1789, donc ça remonte voilà, plusieurs siècles. J'ai quand même l'impression, en vous entendant les uns et les autres, que le critère de la guerre juste et les critères de la guerre juste, ou la guerre juste en soi, est impossible tout simplement aujourd'hui au regard des conditions de ce qu'est la guerre moderne. Savoir, est-ce qu'une guerre peut être juste, ou est-ce qu'une discerner j'ai l'impression, encore une fois, il existe encore des guerres justes. Je tire une conclusion et vous me dites si je me trompe ou pas. C'est que je vous ai entendu, de ce que j'ai compris, peut-être que j'ai mal compris, mais une guerre ne peut pas être juste aujourd'hui. C'est ça. Est-ce qu'une guerre juste peut encore être possible ? C'est à la fois parce que les guerres modernes vont avoir des destructions immenses et parce que les intérêts sont extrêmement enchevêtrés. Et effectivement, le discernement d'une guerre juste et proportionnée devient très difficile. Ceci étant, il y a un moment où, on vient de le voir, on a parlé de guerre qui se déroule actuellement. Il y a eu un pays qui existait et dans lequel il y a eu une attaque, juste ou pas juste. Là, il va falloir bien qu'il réagisse à une agression, juste ou pas juste, mais il faut bien qu'il réagisse. Donc, même si la guerre juste est difficile sur le papier,
au moment où on subit une certaine agression, peut-être justifiée ou pas justifiée, je ne sais pas, il va falloir se déterminer et décider si on fait la guerre ou pas. Bien sûr, mais c'est peut-être là qu'il faut utiliser la distinction opérée par Jean-Pierre tout à l'heure entre guerre et bataille, en fait. Je prends l'exemple ancien, puisqu'il date de 1978, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Il me semble qu'il était juste que les paras français sautent sur Colvézi pour aller libérer les otages européens qui allaient être tout simplement massacrés. Alors, après, ça peut dépendre aussi de comment on décrit cette opération. Ça peut être considéré comme une opération de police internationale, simplement. C'est-à-dire que c'est de la violence appliquée pour libérer des otages innocents, etc. Mais est-ce que ça ne relève pas davantage d'une opération de police internationale et également de cette dimension nouvelle qui rend les guerres justes encore plus difficiles à élaborer ou à conceptualiser? C'est l'existence, alors on va appeler ça, pour faire très vite, la communauté internationale, c'est doté d'instances de discussion, de dialogue pour travailler à la communauté internationale qui a envoyé les paras français. Mais il y a eu... Non, mais là, dans le cas précis, c'était... Mais dans d'autres opérations du même style, il y a eu un mandat de l'ONU, etc. Tout à fait. Voilà, mais donc... Pas dans le cas précis que j'évoque. Alors, ça pose la question de fond, à mon avis, qui est ancienne, mettons un siècle et demi ou 2 siècles, c'est la question du devoir d'ingérence. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'intervenir dans un autre pays qui ne dépend pas de sa juridiction, dans lequel il se passe des auteurs? Voilà, des horreurs. L'exemple que vous donnez, la communauté internationale, mise un peu devant le fait accompli, a considéré que finalement, c'était une bonne action. Je rappelle que ce devoir d'ingérence, Pie IX d'une part, Pie XII d'autre part, l'ont justifié. C'est-à-dire, ils ont considéré que un pays en tant que tel, si 80% de la population est en train de massacrer les 20% qui restent parce que la tête leur revient pas ou qui font pas partie de la bonne ethnie ou pas de la bonne religion, etc. Pie XII a écrit sur le sujet, il dit, il peut être légitime d'intervenir. C'est-à-dire que les nations en tant que telles, il existe de la part de la communauté internationale, c'est ce qu'évoquait monsieur l'abbé Benoît, il peut exister un devoir d'ingérence. La difficulté dans le devoir d'ingérence, on en parlait tout à l'heure, c'est à propos de l'intention droite. C'est-à-dire que quand la France intervient à Colvézi, elle intervient à Colvézi pour récupérer, protéger les populations qui sont là, qui travaillent dans les mines, etc. Bon, est-ce que c'est complètement désintéressé quand après, on compte bien pouvoir profiter des mines que l'on a libérées? C'est là où ça devient compliqué. Quelques mois avant ou quelques années après, on n'intervient pas dans des situations quasiment identiques. Évidemment. Non, c'est intéressant. Colvézi, il y a quand même 2 choses, parce que c'est pas en soi un devoir d'urgence, puisqu'il y avait des Français qui étaient otages. Il y a eu les paras belges et les paras français pour dans un pays ressortissants. Oui, mais dans un pays qui n'est ni la Belgique ni la France. Oui, mais dans lequel les ressortissants français, le devoir d'ingérence ou la possibilité d'ingérence, c'est par rapport à une population qui n'est pas la nôtre, qui est en train d'être massacrée, etc. Là, il s'agissait d'une population qui est la nôtre, qui était massacrée, et donc il s'agissait de protéger des nationaux d'abord et avant tout. Donc il y a 2 choses différentes. Police, là, je parle voilà. Il y a 2 choses différentes, me semble-t-il. Voilà. Monsieur Miguel Fucci. Voilà, et donc je voulais simplement dire quelque chose de relativement important, puisque le pape François écrit dans Fratelli Tutti, nous ne devons donc plus penser à la guerre comme une solution, du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue. Face à cette réalité, il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels, mûris en d'autres temps, pour parler d'une possible guerre juste. C'est à peu près ce que vous voulez Alors, dire. et il précise en note, nous ne soutenons plus aujourd'hui le concept de guerre juste forgé par saint Augustin. Et il dit, dans un discours de mars 2022, il n'existe pas de guerre juste. Alors, le problème de ces prises de position du pape François, c'est que c'est parfois dans la réaction affective, parce que la réalité d'une agression injuste existera
toujours, même si c'est difficile de discerner s'il y a une guerre juste, on ne peut pas dire qu'il sera dorénavant impossible bien sûr. de dire qu'il y aura une guerre juste. Alors, excusez-moi, mais je viens de vous entendre. Je vous livre un exemple sur lequel je pense tout le monde pourra se mettre d'accord. C'est les affaires au Haut-Karabakh aujourd'hui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Voilà, on est en train d'expulser 120 000 Arméniens d'une terre qui historiquement est la leur, etc. Et là, le Saint-Père est en train de nous dire, ils n'ont pas le droit de se défendre. Peut-être, mais excusez-moi, mais ce que vient de nous lire l'abbé Guelfucci du pape François me semble consonner quand même avec ce que vous avez dit auparavant. C'est que le critère de la guerre juste me semble inapplicable aujourd'hui. Alors, je crois difficulté ne veut pas dire impossibilité. Voilà, d'une part. Et donnez-moi, alors peut-être et puis, je crois que l'on confond deux choses. C'est-à-dire, il ne faudrait pas non plus que l'arbre nous cache la forêt. C'est-à-dire que les moyens de destruction extrêmement importants qu'ont un certain nombre de pays, les États-Unis, bien sûr, l'État d'Israël, etc., c'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire, il reste aussi sur la planète un certain nombre d'endroits, c'est l'exemple que je donne sur l'Azerbaïdjan et puis l'Arménie, où les guerres en Afrique, où cette hypertrophie des moyens de destruction n'est pas le cas. Voilà, ils font la guerre dans des conditions classiques, entre guillemets, qui n'engendrent pas les désastres dont nous avons parlé. Je crois qu'il y a une globalisation qui ne correspond pas à la réalité. Voilà, et puis dire, la question, c'est que la guerre s'impose. On dit, bon, c'est très difficile d'une guerre juste, mais la guerre s'impose. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il y a des gens qui, encore une fois, peut-être pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je ne sais pas, attaquent un autre pays sous une forme... Il faut bien réagir d'une certaine façon. Est-ce qu'on ne fait rien ? Est-ce qu'il y a une attaque et on ne fait rien, ou bien est-ce qu'on réagit? Et si on réagit, on rentre dans un certain processus de guerre. C'est ça la question. Chers amis du Club des Hommes en Noir, alors que l'année 2023 est sur le point de se terminer, nous avons besoin de vous pour que cette émission se poursuive. C'est très simple, sans votre soutien, le Club des Hommes en Noir ne pourra pas continuer. Alors rendez-vous maintenant dans la description de cette vidéo pour nous soutenir. En ce mois de décembre, grâce à la déduction fiscale, 66% de votre don sera déduit de votre fiche d'impôt. Alors profitez-en. Nous comptons sur vous. Alors pour terminer, parce que malheureusement le temps passe très vite, j'aimerais qu'on aborde très rapidement, mais assez clairement quand même, la question de la riposte, de la proportionnalité de la riposte. Comment doit-on déterminer on est un pays où, oui, un pays subit une attaque, est-ce qu'elle doit riposter directement de manière très large, très violente, ou alors est-ce que ça doit être proportionné à l'attaque qu'elle a subie? Je dirais le but, on a une agression. Hein. Donc, prenons la légitime défense humaine classique, individuelle. Elle est, quand vous passez en justice, si vous tuez quelqu'un, vous passez en justice, elle sera examinée, savoir si vous avez mis une proportion entre l'agression qui vous menaçait, les moyens de fuite pour vous et le danger que ça représentait, etc. Mais vous pouvez très bien, quelqu'un vous agresse, vous pouvez le tuer, ce qui est plus que l'agression qu'il était en train de faire, mais il allait peut-être de violer votre femme ou brûler votre maison, etc. Donc, il peut se faire qu'une riposte extrêmement violente et ponctuelle casse l'assaut de l'ennemi, et donc à ce moment-là, elle sera proportionnée. Voilà, c'est effectivement, il faut au cas par cas examiner, et dans les options militaires, on peut pas tout mettre, je dirais, en équation. Il y a un moment où je dis, si je vise ça et si je casse le moral de l'ennemi, effectivement, on va gagner, et donc l'agression cessera. Est-ce que effectivement, le gouvernement américain je ne sais plus quelle est l'expression que vous employez il y a un instant. Bombing. Voilà, ce sont des moyens proportionnés à... Alors la question, c'est plutôt effectivement, est-ce que ce sont des moyens légitimes de massacrer les populations pour faire pression sur le gouvernement? Ça c'était la vraie question morale. La vraie question morale. Mais aussi, pour la question technique, quand c'est sur le front de Normandie pour ouvrir le front et gagner la guerre sur des soldats, on se dit qu'il doit y avoir quelque chose de légitime. Quand c'est pour écraser la ville de Caen ou toute autre ville sans discrimination,
Ça semble tout à fait hors de proportion. Après, c'est une affaire de discernement. Dans un fait divers célèbre, on se souvient que l'agressé avait pris sa voiture ou quelques moyens de transport pour poursuivre son agresseur à l'autre bout de la ville et lui envoyer un coup de fusil. On voit bien que là, on est sorti de la légitime défense. D'ailleurs, c'est ce que le juge avait... Parce qu'il poursuivait... Il avait poursuivi Parce que la légitime défense, elle est pour vous défendre. Et là, le gars étant parti, vous n'avez plus à vous défendre. Il passait de la défense à la vengeance. Voilà. Si j'essaye de traduire un petit peu... Voilà. Et donc, effectivement, est-ce que je vais... Bon, très souvent, par exemple, ce qui se passe, c'est que... Mais c'est pas forcément non plus absurde. Je suis agressé par un voisin. D'accord ? Ça fait déjà 10 fois que le voisin m'a agressé. Et là, je décide, je vais réduire à néant ses chances de m'agresser. On sent un malin plaisir. Ses chances de m'agresser parce que c'est intolérable. Là aussi, est-ce que c'est disproportionné puisque ça fait déjà 10 fois qu'on est agressé par lui ? Et alors, très rapidement, parce que c'est la fin. Nous avons une multiplication des guerres conventionnelles parce qu'on ne sait plus comment utiliser la dissuasion nucléaire. Puisque la dissuasion nucléaire, c'est l'anéantissement complet et c'est la peur. Mais il y a aussi un autre débat de savoir si un gouvernement mondial, avec une armée internationale, comme l'ONU a essayé de le faire avec des forces d'interposition dans des conflits locaux, est efficace, ou alors tombe dans une partialité qui fait que l'ONU va être remis en question parce que dans tel ou tel conflit, elle intervient ou n'intervient pas, et des personnes et des États veulent intervenir eux-mêmes. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Vous avez vous terminez cette émission en ouvrant d'autres sujets, donc il faudra qu'on revienne sur le thème de la guerre, et malheureusement, je crains qu'on en ait pour un petit moment à être confronté à ce sujet. Je vous remercie de ce que vous nous avez appris, rappelé, de vos analyses sur ce sujet. Nous nous retrouvons normalement la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année 2023. Je souhaite, et j'espère que vous le souhaitez aussi, que ça ne sera pas la dernière émission tout court du Club des Hommes en Noir. Pour cela, je me permets de vous redire que nous avons absolument besoin de votre soutien concret pour pouvoir continuer. N'hésitez pas à nous adresser des dons pour que nous puissions toujours produire ce Club des Hommes en Noir. À très bientôt et j'espère donc à la semaine prochaine, et que d'ici là, Dieu nous garde. Au revoir.